passe en français. La question que je souhaite aborder avec vous ensemble et que j'espère pouvoir répondre à la fin de ces 30 minutes, je vais aller très vite, c'est est-ce que finalement l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine? Je vais me débarrasser des objets. Est-ce qu'un jour on verra ceci arriver? Première question quand on se pose ce genre de questions, c'est si ma petite zapette veut bien se reconnecter. Tac. Première chose que l'on fait avant de comparer deux objets, c'est qu'on va s'assurer de la définition de chacun de ces objets. Qu'est-ce que l'intelligence? Pour répondre à cette question, je vais vous emmener visiter Descartes. Alors, fallait oser, de la philo au DevOps Days, un lundi matin à 9 h, je le tente. Mais René Descartes, je l'ai pris comme exemple pour vous montrer ou vous démontrer ce que sa pensée a amené dans la définition de l'intelligence. Pour Descartes, l'intelligence est une caractéristique de l'humain. C'est ce qui nous caractérise. Et pour lui, l'intelligence vient d'abord de notre langage, qui est complexe, varié, une sémantique très riche, et qui nous permet de communiquer et d'élaborer des pensées. Et ces pensées sont très importantes parce que le deuxième point pour lui, au niveau de l'intelligence, c'est la raison. C'est notre capacité de raisonner et de réfléchir. Le troisième point, basé sur tout ça, c'est le libre arbitre. Notre langage permet de construire une réflexion, une pensée, qui nous permet d'agir de manière indépendante. À la différence des animaux, pour Descartes, qui agissent de manière instinctive, l'humain, intelligent, a la capacité de décider par lui-même. Esprit libre, tech firme, petit clin d'œil, Arnaud, je pense que ça vient de Descartes. Ce qui s'est passé là-dessus, c'est que je vais me concentrer maintenant sur l'aspect langage et raisonnement. Ce qui s'est passé et qui a été un choc pour beaucoup de gens, c'est novembre 2022, l'apparition dans les médias de ChatGPT et de l'IA générative. C'est un choc, on l'anticipe ou on l'analyse, ce choc, par l'adoption de ces technologies-là qui ont été très très vite. Je ne sais plus, j'en parlais hier soir avec quelqu'un, en quelques semaines, le nombre d'abonnés à ChatGPT a explosé. On n'a pas de technologie qui a été adoptée aussi vite. Et l'IA générative, vous aviez peut-être à l'époque utilisé Midjourney ou DALL-E, était capable, à partir du langage, de générer des images d'une qualité incroyable. Connaissez-vous cette personne? Qui est-ce? Généré par IA? Il n'y a personne qui ose se lancer. Alors ça a été généré par une intelligence, mais pas artificielle. C'est ma fille. Eh ouais. Pourquoi je vous parle de ma fille? C'est parce que début 2023, il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai vu arriver ces technologies-là, j'ai décidé de l'accompagner dans l'acceptation et l'utilisation de ces technologies. Et puis un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit « Papa, je dois faire un devoir en allemand, je dois faire un dialogue et j'aimerais l'illustrer avec une bande dessinée. » Je dis « Ouais, c'est une bonne idée. » Et je lui ai filé un login, un mot de passe, un logiciel qui était plutôt pas mal, qui débutait il y a 2 ans et demi, et elle fait ça. Elle a 16 ans. Elle nous fabrique ça, elle me montre ça. Premier choc que j'ai, je me dis mince, j'espère que l'allemand, elle ne l'a pas fait avec ChatGPT, parce que sinon on est mal pour ses cours. Mais la deuxième chose, c'est qu'une fille de 16 ans, sans formation a priori, puisqu'elle ne fait pas d'informatique, fabrique ça en 2 heures. Il lui a fallu 2 heures. 2 heures parce qu'il a fallu 1h15 juste pour l'allemand. Tout le reste a été très vite. Deuxièmement, pour elle, c'est un non-sujet. Il n'y a rien de surprenant. Quand je lui dis c'est incroyable, elle me dit quoi? Il n'y a rien d'incroyable là-dedans. Effectivement, pour ces jeunes enfants de l'époque, c'était pas incroyable. Et ça m'a amené cette question que je vous ai proposée tout à l'heure. Si elle fait ça, à long terme, est-ce que l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine? La qualité, elle n'est pas bonne. C'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est capable de faire des choses comme ça. Ceci, c'est une image que j'ai faite pour un blind test sans musique pour animer une soirée. Et puis là, le thème, c'était Indochine. Je vous l'avoue, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et puis si vous connaissez un petit peu la carte du monde, vous verrez qu'Indochine, c'est pas ça. Mais après, on peut s'amuser avec d'autres choses. Ça, c'est... Ah, très bien. Alors, je suis désolé, mais j'ai 50 ans. Les morceaux de musique vont être un petit peu anciens. Ah, ça y est, ça se réveille. C'est top. Facile. J'ai pas entendu. Pink Floyd, mais oui, bien sûr. Allez, on va toujours de plus en plus dur. Ils sont pas réveillés, Genève, aujourd'hui. Hein. Rolling Stones, yes. On continue. Ah, celui-là, j'aime bien. Smashing Pumpkins, qui l'a dit? On va être copains. Ah, pas mal. Ma fille qui l'a fait, celui-là.
Ah, c'est un peu plus dur. Je l'ai entendu? Coldplay, yes. Bien. Dans la même année, Soundgarden. Qui connaît Soundgarden? Ah, on va être encore plus copains là-bas. Puis le dernier, je l'aime beaucoup, celui-ci, parce qu'il montre un petit peu la qualité à laquelle on arrive à faire. C'est Arctic Monkeys, bien entendu. Voilà, ce que je veux vous montrer avec ça, c'est que la qualité a avancé énormément. Depuis 2 ans que j'accompagne ma fille, c'est énorme. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte ChatGPT pour lequel je lui ai donné accès, mais j'ai gardé aussi l'accès. Puis comme ça, j'ai pu observer ce qu'elle faisait. Première chose qu'elle a fait un jour, elle n'était pas d'accord avec une de ses copines sur les petits animaux qu'il y avait sous les dromadaires, d'une photo qu'on a prise en vacances. Elle a mis ça dans ChatGPT, elle a dit, tu peux me dire ce que c'est? Elle dit, c'est des poules. Et moi, je voyais des pigeons, tout comme sa copine. Ce qu'elle a fait derrière aussi, c'est qu'elle prend des photos de textes d'école et elle demande de traduire. Alors elle m'explique que c'est pour savoir s'il est nécessaire de les lire ou pas. Ouais, ok, si on veut, mais ça marche plutôt pas mal. C'est assez impressionnant. Après, je lui dis, fais attention, les maths, ça marche pas. Eh ben, c'est pas vrai. Et visiblement, les maths, ça fonctionne. Petite anecdote, peux-tu me faire le ISTP? Alors, je suis allé la voir, chouchou, c'est un petit peu limite comme prompt. En fait, j'appelle ma fille chouchou. Je dis, tu sais qu'il faudrait peut-être un petit peu détailler, STP, machin, t'es pas en train de parler avec tes copines. Elle dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas besoin. Puis de toute façon, j'aurais pas pu saisir une intégrale dans le chat de ChatGPT. Je dis, ok, c'est pas faux, mais ça fonctionne. Mais il y a quelque chose qui est arrivé encore un petit peu plus tard, et c'est ça qui est surprenant. Ça, c'est une photo d'un exercice de logique, de statistique, pardon, de probabilité. Elle décrit ce qu'elle veut, elle cherche à avoir une explication sur ce qu'elle a sur sa feuille. Et alors, je crois que c'est le moteur, le modèle O1 qu'elle a utilisé. Ça l'amène à réfléchir et à comprendre un petit peu mieux. Mais ce qui est très intéressant, après un petit peu plus tard, c'est que dans la suite de ces prompts, et je vous passe tout le reste, elle répète plusieurs fois « je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ». La machine continue à essayer de lui expliquer. Et là, il se passe quelque chose qui est quand même assez surprenant quand on pense et quand on sait ce que c'est un LLM, c'est basé que sur des mathématiques, c'est que l'IA, le modèle, fait des métaphores. Ma fille répétant non-stop qu'elle ne comprenait pas sa démonstration, la machine, son modèle statistique, l'a amené à faire des métaphores. Très surprenant. Enfin, j'ai pris cette photo, j'ai enlevé la géolocalisation sur la photo, j'ai uploadé ça dans ChatGPT, et je lui ai demandé où est-ce que ça se trouvait. Et la réponse est juste. C'est effectivement le café du Grutli qui se trouve à Lausanne. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder la réflexion, ou du moins ce modèle de raisonnement, ce qu'il a fait. Il a été détecté que sur la plaque d'égout, c'est marqué Ville de Lausanne. Je suis sûr que personne d'entre vous l'avait détecté. Il a repéré que le numéro 2, c'est une plaque typique suisse. Et quand il a commencé à faire ses recherches sur Café du Grutli, Ville de Lausanne, et qu'il a trouvé l'adresse, il est arrivé à la conclusion que le numéro 4, c'est l'adresse du café, est proche du numéro 2. À la suite de ça, il est arrivé à sa conclusion. Ce qui me fait penser que, langage, raisonnement, la pensée, on retourne chez Descartes, c'est violent. Et c'est vraiment violent à un point où ça frappe notre orgueil d'une manière extrêmement forte. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réactions, de peur, de recul, de rejet derrière ces choses-là. C'est que ce que je viens de vous montrer, ce que j'ai vu faire par ma fille évoluer, m'a beaucoup surpris. On peut parler, je pense, d'une blessure narcissique. Alors, qui sait ce que sont les blessures narcissiques? Puisque je vous ai parlé de Descartes, maintenant je prends le pari de vous parler de Sigmund Freud, qui est la personne... Ah ouais, non mais je vais vous retourner aujourd'hui. Sigmund Freud a introduit le concept de blessure narcissique. Il en a énuméré 3. La première, c'est le jour où l'humanité a pris conscience que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Essayez de vous projeter à l'époque et imaginez qu'on vous dise un jour « Eh ben non, tout ne tourne pas autour de la Terre, c'est la Terre qui est un petit bout de caillou qui se balade à travers l'univers. » Essayez de ressentir ce que ça pouvait signifier pour les gens qui vivaient ce choc. La deuxième blessure narcissique, c'est Darwin qui l'amène. On part du principe que l'homme est, par l'évolution, descendant du singe. Nous ne sommes qu'un animal parmi d'autres. Deuxième choc. On est dans des périodes où la science en est à ses tout débuts, voire est complètement absente, et c'est assez violent. Troisième choc, troisième blessure, c'est Freud lui-même. On voit l'humilité du personnage, où il parle du fait que notre moi, ce qui est
ce qui agit, notre libre arbitre, est finalement pas si libre que ça, et qu'il est fortement conditionné par notre surmoi, notre inconscient. Et que beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos agissements sont conditionnés par notre inconscient. Eh bien, la quatrième blessure narcissique, peut-être, sera ce que l'on vit aujourd'hui avec l'IA générative, qui est la captation du langage et de la raison. Aujourd'hui, l'intelligence humaine n'est plus incomparable. On peut se comparer à des machines. Et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité qu'on ose se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine? Je cite une neuroscientifique, Catherine Malabou, qui a une phrase que je trouve très bonne. L'intelligence artificielle est la capture de l'intelligence par sa propre simulation. Ça amène un point, je parle d'intelligence. L'intelligence artificielle simule le langage, simule le raisonnement, ça reste de la simulation. Mais la question qui est ouverte et qu'elle pose derrière, c'est est-ce que simuler une chose, c'est être cette chose? Finalement, quelque chose qui imite très très bien le langage et le raisonnement, est-ce que je peux lui attribuer la capacité du langage et du raisonnement, oui ou non? C'est des grandes questions. Et cette blessure narcissique, elle nous impose aujourd'hui et maintenant de se mettre face à ça, et puis d'agir plutôt que de réagir. Vous êtes tous là? Super. Du coup, est-ce qu'on peut penser que Descartes s'est trompé? Est-ce que finalement, la pensée de Descartes sur le langage et la raison et le libre arbitre, elle n'est pas juste? Le langage, on l'a vu, c'est maîtrisé par les VLM. Le raisonnement, on l'a vu aussi sur cette photo sur la ville de Lausanne, les Garrigues. Est-ce que Descartes ne se serait pas trompé? Fort heureusement, il nous reste le... Oh, pardon. Désolé. Oui, chouchou. Oui, non, je suis en réunion. Il y a beaucoup de monde, oui. Oui. Quoi? Tu as fait quoi? Mais pourquoi tu as modifié mes slides? Ah, c'est vrai? Ah, mais c'est lesquels que j'ai oubliés? Ah ouais, juste. T'as raison. Eh, merci chouchou, hein. Je te laisse parce que là, je crois qu'on m'attend. Hein. J'ai oublié un groupe. Allez, c'est qui? Ils ont pas de costume mais des blousons glutés. La script plein les poches prêtes à tout déployer. Pas besoin de gloire, ni de pouvoir, ni de cash. Juste des potes qui tournent et un dashboard qui flash. Merci les gars. Allez, on se lève. De vos days, je les vois, c'est vous qu'on acclame. Les voix au feu, toujours au taquet. Sans vous, cette scène elle n'aurait jamais rocké. Ils codent en live, ils pushent sans stress. Un café, deux bugs et c'est la promesse. Des tocs, des rires, des t-shirts bien taillés. C'est leur passion qui fait tout déployer. Ils n'ont pas le cap, mais ils ont du script en prod à minuit. Pas de magie, juste de l'URL, des pipelines et beaucoup d'amour pour la commune. La DevOps Days Team, Geneva, merci beaucoup, un grand applaudissement. Je les remercie infiniment pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font, et puis tous les bénévoles qui les accompagnent. Merci beaucoup, c'était ma façon de vous remercier. Voilà, ça n'avait comme valeur que de s'amuser un petit peu. Je vous ai trouvé mou, hein. Mon défi avec Mathieu, c'était de tous vous faire lever. Je crois que j'y suis pas arrivé, mais tant pis, c'est pas très grave. Ok, où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté sur la notion de libre arbitre. Libre arbitre, finalement, c'est ce qui nous permet d'agir selon notre raisonnement, selon ce qu'on pense, selon ce qu'on voit. J'utilisais le libre arbitre pour différencier l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle quand on me posait la question. Je disais toujours, l'intelligence artificielle, quand tout indique qu'il faut aller à droite, elle ira toujours à droite. Mais l'humain, non. Il peut aller à gauche. Alors ça, c'est ce qui nous distinguerait de tout ça. Sauf que, et c'est là où je vous emmène maintenant sur un autre philosophe qui est Spinoza, qui a une pensée relativement complexe, où lui définissait l'intelligence non pas par le langage de la raison et le libre arbitre, mais par notre capacité à comprendre notre monde qui était pour lui très déterministe. Donc Spinoza, il m'embête parce qu'il indique que le libre arbitre est une illusion et n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, Descartes a faux. La caractéristique, selon Descartes, de l'intelligence n'est pas propre à l'humain, les machines l'ont déjà puisqu'elles ont le langage et le raisonnement. Pourquoi il dit que le libre arbitre est une illusion? C'est que pour Descartes, tout est déterminé. Tout ce qu'il se passe dans vos actions et vos pensées est déterminé par une cause. Pour vous illustrer ça, je vais prendre l'exemple du billard. Si vous regardez un joueur de billard, vous allez voir la bille blanche qui va avoir des courbes un peu différentes, particulières. Les billes vont
vont agir suivant les chocs. Tout ça est entièrement déterminé. Il suffit de connaître les physiques des chocs et de la dynamique pour pouvoir refaire, exactement en fonction de l'impact de la queue sur la bille blanche, quel va être le mouvement de cette bille. Ce que Spinoza explique, c'est que l'intelligence est notre capacité à comprendre tous ces phénomènes de causalité, à comprendre tout ce qui se détermine. Si vous regardez un joueur de billard jouer et faire des effets incroyables, si vous commencez à apprendre et à comprendre comment le billard fonctionne, vous allez éprouver, pour ce que Spinoza dit, une joie. Et c'est la joie de comprendre tout ce déterminisme qui se trouve dans le monde. Cette joie qu'on trouve quand on comprend ce qui se passe, c'est ce qui porte, je pense, l'humanité depuis longtemps à construire des outils et des technologies et des techniques pour augmenter sa compréhension du monde. Le microscope, ça nous a servi à observer l'infiniment petit. On peut parler de Louis Pasteur, qui observait des cellules, des bactéries, et qui a trouvé comme ça par hasard la pénicilline. Mais on peut aussi parler des accélérateurs de particules. Les accélérateurs de particules sont des microscopes. Ce sont des manières d'observer l'infiniment petit de plus en plus loin. Dans quel but ? Eh bien, de comprendre toutes les relations de causalité qui font que notre monde est monde. Et puis de l'autre côté, on a les télescopes. Les télescopes, c'est exactement l'inverse, c'est pour comprendre l'infiniment grand. L'infiniment grand, je vous montre cette photo que je trouve belle, ça c'est pas de l'IA. Vous avez sur le côté gauche une photo prise par Hubble et sur la partie droite James Webb, le nouveau télescope, qui observe dans des longueurs d'onde différentes. On a beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'informations. Donc on avance sur ces technologies. Eh bien l'IA, je la positionne comme un outil, une technique, une technologie capable de nous aider à comprendre le complexe. Le complexe dans le langage, le complexe dans le raisonnement. Spinoza dit que nos raisonnements sont tous aussi déterminés. On ne pense pas par hasard. On pense parce qu'on a été amené à penser que. L'IA va nous permettre d'observer ceci. On le voit dans le monde médical, où là, il y a des avancées majeures sur déjà l'analyse d'images, qui peut être plus ou moins complexe, mais la recherche protéinique, le séquençage ADN, c'est des choses qui sont complexes pour l'être humain, que l'IA va nous aider à pouvoir gérer. Là où je veux vous amener, c'est que l'IA, pour moi, n'a pas sa place en termes de concours entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Mais elle a sa place dans l'augmentation de notre technicité pour nous aider à comprendre mieux notre monde. Et j'ai envie de vous dire qu'elle ne remplacera pas, elle n'atteindra pas l'intelligence humaine, mais elle la renforcera si je me base sur le sens spinoziste du terme intelligence. Elle va m'aider à comprendre de manière beaucoup plus fine toutes les interactions qui existent dans ce monde pour m'aider. Pour terminer, est-ce que je dois m'inquiéter de l'intelligence artificielle ? Alors là, je vais m'adresser un petit peu à chacun d'entre vous et je vais d'abord m'intéresser aux gens qui travaillent dans l'informatique. Ça, c'est un résumé d'un discours de Barack Obama qu'il a eu il y a quelques mois. Clairement, si vous n'avez jamais utilisé l'IA dans le domaine du développement, dans le domaine du sysadmin, dans le domaine de l'informatique en général, commencez. N'attendez pas. Ne serait-ce que déjà pour vous faire une idée, peut-être qu'on va rejeter beaucoup de choses, je pense qu'il y a des résultats aujourd'hui qui sont relativement phénoménaux. Le CEO de Microsoft disait il n'y a pas très longtemps que 20 à 30% du code de Microsoft est codé aujourd'hui par des IA, ou à l'aide d'IA. Positionné vraiment au sens de la technique. Mais si vous êtes un professionnel en général, je vous reprends cette phrase de Xavier Comtesse qui date de 2018 quand même. Vous pourrez remplacer médecin par n'importe quel métier. Vous allez avoir de plus en plus de métiers qui vont être augmentés par l'IA. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est peut-être là ce soir, il y a plusieurs mois. Il m'a parlé du dopage. Il m'a dit finalement, l'IA est un moyen de doper des professionnels. Et à choisir, eh ben, j'embaucherai plutôt des collaborateurs dopés que des collaborateurs non dopés. Alors évidemment, c'est sujet à discussion, mais c'est une approche. Et puis du coup, si on parle de dopage, et là je m'adresserai plutôt aux politiques, il va falloir définir, je pense, un cadre législatif. Tout comme on l'a fait dans le monde du sport, l'ibuprofène est autorisé dans le sport, mais certains autres produits dopants, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Il en sera peut-être de même pour l'IA, pour ces modèles, suivant les secteurs, suivant ce que l'on va chercher comme but. Là, les politiques, je m'adresse surtout à vous, faites quelque chose, on va devoir réfléchir à ces éléments. Si vous êtes plutôt acteur dans le droit, et là je parle de la propriété intellectuelle, on parle beaucoup de la propriété intellectuelle,
On utilise des œuvres protégées pour entraîner des modèles. Est-ce que c'est juste, pas juste? Est-ce qu'on a le droit, pas le droit? C'est un vrai sujet. Mais les œuvres que je crée, la musique que vous avez entendue tout à l'heure, je ne la publierai pas, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je suis détenteur des droits d'auteur de cette chose-là. Le débat est encore très ouvert. Si je m'adresse aux enseignants, j'ai envie de leur dire « votre métier, c'est de préparer les jeunes au monde de demain. Vous avez vu ce que ma fille fait depuis 2 ans. J'ai envie de vous dire, au niveau de l'enseignement, il va falloir intégrer l'IA dans vos cours. Et l'intégrer de façon raisonnée, expliquer ce que c'est, expliquer les limites, les biais, puis surtout les aspects environnementaux. C'est peut-être pas nécessaire forcément de toujours utiliser l'IA. Et puis, évidemment, se préparer aux nouveaux métiers. Je passe ce slide, je m'adresse aux étudiants en informatique ou en sciences en général. Je cite Yann Lequin, qui donnait comme conseil il y a très longtemps, étudiez des choses qui durent. N'étudiez pas une technique. On l'a vu, la technique, l'IA va complètement la bouleverser. Intéressez-vous aux choses qui durent. Entraînez votre esprit critique. Entraînez votre capacité à réfléchir, à résoudre des problèmes. Dernier point, l'aspect environnemental. L'IA, comme tout autre, il faut adopter une façon propre et saine de consommer l'IA. C'est peut-être pas nécessaire de fabriquer des petits personnages pour des slides avec une IA. Ça bouffe du courant, ça fait du CO2, mais c'est quand même joli. Voilà. Juste une petite courbe pour vous donner une image si on continue dans le trend actuel. En jaune, c'est la consommation électrique des data centers si on continue sur notre trend. En bleu, c'est l'augmentation de la production électrique mondiale. Vous voyez qu'en 2042, on a un problème. C'est qu'on ne produit pas assez pour fournir les data centers, mais le problème, on l'aura bien avant, parce que jusqu'à 2042, on pourra alimenter les data centers, mais ce jour-là, on pourra alimenter que les data centers. Demandez à l'Espagne ce que ça fait de plus avoir de courant électrique, ils sauront vous répondre très rapidement. Je m'adresse aux familles. L'intelligence artificielle apporte des questions inédites de morale et d'éthique. C'est quoi une question de morale? C'est une question qui n'a pas de réponse. Est-ce que c'est bien ou mal de voler? C'est mal, à partir du moment où on a la notion de propriété, mais si vous imaginez, comme on discutait hier, un monde sans frontières et sans droit de propriété, le vol devient de l'emprunt. Et à ce moment-là, ça devient bien. C'est ça une question de morale. L'IA aujourd'hui pose des questions morales dont on n'a pas de réponse et qu'il va falloir qu'on trouve. Donc il est urgent dans les familles, entre soi, entre amis, d'en discuter, de débattre et puis de poser ces choses. Le dernier conseil que je donne, c'est pour les jeunes, lisez. Sacrifiez 30 minutes de votre mobile par jour pour lire. N'importe quoi, mais lisez. Pourquoi lire? Parce que le langage, c'est la base de notre raisonnement. Le langage aide à raisonner. Si vous avez un langage varié, un vocabulaire très large, votre pensée sera encore plus riche et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'insiste. Je citerai cet extrait, cette citation de Spinoza, qui vient de son livre sur l'éthique. Ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas me dire, mais comprendre. Face à l'IA, face à cette blessure, face à ces difficultés qui se présentent devant nous, il est urgent de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'on peut en faire, de comprendre là où on veut aller au niveau social, environnemental et économique. Je vous remercie.